Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 24. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité internationale dans ce Paris Direct. À la une, on parlera aujourd'hui du variant Omicron qui serait moins dangereux que précédentes formes du virus. Cette fois-ci, c'est l'OMS qui le dit, même si l'organisation note un plus fort risque de recontamination de ceux qui ont déjà été infectés par un autre variant du Covid. Sur cette connaissance d'Omicron qui progresse, nous demanderons l'expertise de Françoise Salvadori, maître de conférences en immunologie et en virologie. La fin de l'ère Merkel. La chancelière a passé la main ce mercredi au social-démocrate Olaf Scholz. Avec lui, c'est un gouvernement parfaitement paritaire et une coalition inédite sociaux-démocrates, libéraux et verts qui est investie. Luc André nous attend à Berlin pour parler des défis qui attendent les nouveaux ministres. Et puis le président français était ce mercredi à Vichy, dans cette ville siège du gouvernement collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu sur l'héritage honteux de cette période, un déplacement à forte valeur symbolique en ce début de campagne pour la présidentielle. C'est la bonne nouvelle du jour que l'on va décrypter dans un instant avec notre invité. Selon l'OMS, le variant Omicron semble provoquer des symptômes moins sévères que les formes antérieures du virus. S'il est suffisamment contagieux pour surpasser le variant Delta, il pourrait peut-être ainsi entraîner une baisse de la mortalité de la pandémie. Par ailleurs, même si Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, les laboratoires Pfizer et BioNTech assurent que leur vaccin est efficace face à Omicron. On écoute le directeur général de l'OMS. Le variant Omicron a désormais été détecté dans 57 pays et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente. Certaines caractéristiques de l'Omicron, notamment sa propagation mondiale, son grand nombre de mutations, indiquent qu'il pourrait avoir une incidence majeure sur la pandémie. Mais la nature exacte de cette incidence reste encore un mystère. Et puis l'état actuel de la pandémie, le nombre des contaminations s'accélère en France, plus de 59 000 nouveaux cas ce mardi. La situation dans les hôpitaux est critique actuellement, plus de 11 000 patients sont hospitalisés, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis août. Plusieurs régions ont activé le plan blanc qui leur permet de déprogrammer des opérations non urgentes et de demander des renforts de personnel. C'est le cas dans la région Île-de-France, les Pays de la Loire, l'Occitanie, de la Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pour la situation actuelle qui est à mettre au crédit du variant Delta, toujours majoritaire en France. On va revenir maintenant sur ce que l'on sait du variant Oméga avec Françoise Salvadori, maître de conférences en immunologie et virologie à l'Université de Bourgogne. Merci beaucoup de nous apporter votre expertise. Alors, si cela se confirme qu'Omicron est plus contagieux mais moins dangereux que les formes précédentes du Covid, est-ce que cela pourrait signifier le début d'une sortie de cette pandémie ? Écoutez, oui, bien sûr, on est obligé de. Enfin, il nous faut garder espoir. Et en effet, là, il y a peut-être un espoir, mais j'ose à peine le dire parce que finalement, on a très très peu d'arguments pour le moment pour le soutenir. En effet, en théorie, le meilleur virus qui pourrait nous arriver, à nous, humanité, ce serait un virus plus contagieux, en tout cas qui prendrait le dessus sur les formes Delta actuelles, mais qui donnerait une pathologie moindre et moins de mortalité. Est-ce qu'on peut Ça, c'est avoir, sûr. Pour le moment, on n'est pas sûr de ça. est-ce qu'on peut avoir une mutation dans l'autre sens après Omicron, puisqu'il y aura sans doute d'autres variants du Covid-19 ? Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette mutation souhaitée ? Tout est toujours possible avec les virus, étant donné qu'on a des virus ici qui sont à ARN, et donc des virus qui mutent plus que beaucoup d'autres. Mais de toute façon, quand même, ce virus se mute moins que le virus de la grippe, et beaucoup moins que le virus du sida, par exemple. Donc oui, on parle beaucoup de mutations, mais c'est aussi parce qu'on fait des séquençages, chose qu'on ne fait pas pour les autres virus. Et il faut les faire, ces séquençages, puisqu'il faut qu'on puisse surveiller l'épidémie mondiale et vérifier que les vaccins ont toujours une certaine efficacité. Donc cette surveillance de très près, elle est assez inédite finalement, parce que pour aucun autre virus, jusqu'alors, on a été en mesure de faire des séquençages réguliers
comme on le fait pour celui-ci. Et donc les autres, on ne les a pas suivis d'aussi près d'une certaine façon. Puisque vous parlez des vaccins, Pfizer et BioNTech sont en train de travailler sur un vaccin destiné spécifiquement aux variants Omicron. Au vu des multiples mutations du virus pour donner Omicron, c'est comme s'ils reprenaient le travail de création du vaccin depuis le début, ou est-ce qu'ils peuvent adapter la formule existante? Alors, c'est justement l'avantage des vaccins à ARN, c'est que le travail n'est pas remis sur la planche depuis le début, loin de là, puisqu'ils ont ce qu'on appelle des plateformes, avec une technique parfaitement au point maintenant, et aussi bien Moderna que Pfizer prétendent, enfin je pense qu'ils le disent vrai, hein, ils ont fait des travaux préalables pour le dire, en 3 mois à peu près, ils pourraient être en mesure, peut-être même moins, ils pourraient être en mesure de produire un nouveau vaccin absolument efficace, c'est-à-dire avec la séquence, l'ARN messager correspondant à la séquence du nouveau virus. Pour le moment, on n'a pas on ne sait pas si vraiment ce sera nécessaire, parce que les premières études qui ont été faites, qui sont encore pas vraiment démontrées, pas relues par les pairs, c'est-à-dire ce sont des publications qui ne sont pas encore réellement considérées comme de Validé? véritables publications voilà, partagées, montreraient que, alors que 2 doses de vaccin sont insuffisantes, un rappel, hein, donc une 3e dose d'un vaccin ARN quelconque, l'un ou l'autre, donnerait vraiment une bonne protection face à ce variant. Et là, en fait, c'est ce qu'on voit de toute façon sur Delta, se confirme sur Omicron, c'est-à-dire que l'effet de rappel de la 3e dose est excellent. Les anticorps produits sont plus rapidement produits, ils sont produits en quantité jusqu'à 10 fois plus importante. Ils devraient persister plus longtemps parce que la mémoire immunitaire et tous les travaux qui ont été faits dessus nous montrent que cette persistance, elle est plus longue. Et là, en plus, et ça a été montré aussi dans d'autres maladies, on aurait avec le rappel une protection plus large, c'est-à-dire contre des antigènes différents, c'est-à-dire contre des variants. Vous le disiez, le futur vaccin contre Omicron, il pourrait être prêt dans les 3 mois. 3 mois, c'est un Oui. délai qui nous permettrait de devancer finalement Omicron, puisqu'on va le rappeler peut-être pour nos téléspectateurs, le pic, la vague actuelle avec le pic que l'Europe est en train de connaître, elle est toujours due à Delta, au Ah variant oui, elle est précédent. énormément due à Delta, puisque le pourcentage de séquences montre, enfin les séquences qui sont faites nous montrent 99%, enfin, de toutes les séquences mondiales qui ont été rapportées, 99% concernent du Delta, Donc encore aujourd'hui. Omicron, même avec sa très forte transmissibilité que l'on imagine actuellement, il pourrait devenir majoritaire sous à quel horizon? Une première étude a été faite par l'Institut Pasteur, mais sur la base des premiers chiffres qui sont disponibles. Donc c'est vraiment de la modélisation encore avec beaucoup de guillemets, hein, si je puis dire. L'Institut Pasteur, mais aussi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, a prévu que si on avait à peu près 1% des infections dues à ce variant, actuellement, à partir du moment où on aura 1% d'infections dues au variant Omicron, on n'en est pas là, on n'en est pas encore tout à fait là, il pourrait devenir dominant en Europe, c'est-à-dire représenter plus de la moitié des nouvelles infections d'ici la nouvelle année, Euh, c'est-à-dire d'ici 3 semaines. donc très À cause rapidement. de cette courbe, enfin, cette courbe absolument exponentielle, s'il prend le dessus, ce qui pour le moment n'est pas entièrement, entièrement prévisible, parce qu'en Afrique du Sud, on n'a pas tous les chiffres. On a une augmentation des cas, on a une augmentation des tests positifs, mais on n'est pas totalement sûr que ce soit uniquement dû au variant Omicron, parce qu'on n'a pas encore assez de séquençage pour le dire. Revenons C'est sans doute rapidement inné. à la 5e vague qui est en cours en Europe, qui touche surtout les enfants. C'est parce qu'ils sont la dernière catégorie de population à ne pas être vaccinée? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que le virus n'a pas changé. Donc le virus, a priori, alors on teste aussi beaucoup plus les enfants, c'est sûr, et puis ils sont parmi les catégories de gens qui restent euh, complètement, enfin non protégés par le vaccin. Dans la population adulte, maintenant, on a un tel pourcentage qu'on peut considérer qu'on est quand même proche d'une couverture vaccinale plutôt bonne, même s'il reste malheureusement en France en particulier à peu près 2 millions de personnes fragiles non vaccinées. Le vaccin pour les enfants, il est au point?
Ah oui, il est au point et maintenant, enfin, on a le recul des États-Unis. Ils ont vacciné 5 millions d'enfants, sans effets secondaires rapportés, enfin sans effets secondaires notables rapportés. Très très bonne efficacité de vaccin. Une dose qui est adaptée aux enfants, qui est quart ou le tiers de la dose des vaccins pour adultes et qui semble absolument efficace. Ça, c'est une stratégie purement altruiste, hein, parce que peu d'enfants sont vraiment à risque. Mais quand on parle de couverture vaccinale, je pense qu'il faut parler de couverture vaccinale de la population entière, donc y compris les enfants. Et dans ce cas-là, certains pays ont fait l'expérience, par exemple, de la vaccination antigrippale chez les enfants. Et au Royaume-Uni, il y a quelques années, ils ont essayé ça et ça a été vraiment très très efficace de vacciner les enfants pour protéger les personnes âgées et les personnes fragiles. Merci beaucoup, Françoise Salvadori, d'avoir été notre invitée. Je vous en prie, bonne soirée. L'Angleterre introduit le passeport vaccinal dans certains lieux. Le Premier ministre recommande de passer au télétravail également dès ce lundi. L'annonce de ces nouvelles mesures intervient alors que Boris Johnson est au cœur d'un scandale. Dans une vidéo diffusée sur Internet, on voit son attaché de presse de l'époque plaisanter à propos des rumeurs de fête de Noël l'an dernier à la résidence du Premier ministre. Allegra Stratton a démissionné ce mercredi suite à ces propos. Boris Johnson a promis une enquête. En Allemagne, Olaf Scholz a pris ses fonctions de chancelier ce mercredi, ce qui acte cette fois le départ effectif d'Angela Merkel après 16 ans à la tête du gouvernement. On va revenir sur ce nouveau gouvernement qui prend les rênes de l'Allemagne aujourd'hui avec notre correspondant Luc André en direct depuis Berlin. Luc, la forme de ce gouvernement, de cette coalition, est inédite. On a eu par le passé des gouvernements avec la gauche et les libéraux, avec la gauche et les écologistes, et pour la première fois, les trois partis vont gouverner tous ensemble au niveau fédéral. Alors le programme de cette coalition inédite a un titre évocateur, « Oser plus de progrès ». Il s'agit de dépoussiérer un peu l'Allemagne après les 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel, où le pays, toujours très prospère, s'est laissé aller à un certain immobilisme. Il y a du retard sur le numérique, on s'en est cruellement aperçu. On doit aussi accélérer sa transition vers la neutralité carbone. Ce sera un des plus gros défis de ce gouvernement. Et à l'exception des transports, ce seront les Verts qui géreront toutes les facettes de la politique climatique, de la transition industrielle aux négociations climatiques internationales. Le SPD d'Olaf Scholz, lui, met plus l'accent sur le social avec comme mesure phare une hausse de 25% du SMIC et un coup d'accélérateur sur le logement qui est une des grosses problématiques en Allemagne actuellement. Et tous ces projets seront surveillés et on verra si le nouveau gouvernement pourra accomplir ces ambitieux défis avec en son sein des partisans de la récup budgétaire. Et dernière particularité, il n'y a jamais eu autant de femmes dans un gouvernement allemand. Il est paritaire, ou plutôt presque paritaire. On compte 8 femmes et 9 hommes si on inclut Olaf Scholz. Merci beaucoup, Luc André à Berlin pour France 24. Et pardonnez-nous pour ces difficultés de liaison. Olaf Scholz a donc pris ses fonctions de chancelier. Vous l'avez entendu, Olaf Scholz, chancelier très féministe, qui va donc gouverner avec cette alliance inédite. Son portrait est signé Florent Rodeau. La politique, Olaf Scholz s'y intéresse dès sa jeunesse. Il rejoint le Parti social-démocrate alors qu'il est encore adolescent. Au départ, il s'identifie plus aux membres de l'aile gauche du parti, mais très vite, il préfère s'engager avec les centristes du SPD. Après une carrière d'avocat spécialisé dans les questions relatives au travail, Olaf Scholz est élu au Bundestag en 1998. Il a alors 40 ans. La même année, il épouse Britta Ernst, elle aussi engagée au SPD. Entre 2002 et 2004, il est secrétaire général du Parti social-démocrate. La presse le compare alors souvent à un robot, lui qui défend bec et ongles les réformes impopulaires de son idole, le chancelier Gerhard Schröder. Olaf Scholz devient 3 ans plus tard ministre du Travail dans le premier gouvernement de coalition d'Angela Merkel. En 2011, il est élu maire d'Hambourg, un poste qu'il occupe pendant 7 ans avant d'être nommé ministre des Finances et vice-chancelier. Bien qu'il soit membre d'un autre parti que celui de la chancelière Merkel, durant sa campagne, il a tenté de se présenter comme un candidat de la continuité,
adoptant même le célèbre geste de la main de la chancelière sur cette couverture d'un magazine allemand. En tant que leader du SPD depuis près d'une décennie, il a acquis la réputation d'homme méticuleux, sûr de lui et ambitieux, mais il n'est pas connu pour être charismatique. La presse étrangère l'a même élu politicien le plus ennuyeux du monde. Cet homme de 63 ans a lui-même admis qu'il n'était pas particulièrement émotif en politique. Son atout, selon lui, être un homme d'action qui apportera de la stabilité et un leadership solide dans cette Allemagne post-Merkel. En visite en province, le président français s'est arrêté ce mercredi à Vichy, où s'était établi en 1940 le régime collaborationniste du maréchal Pétain. Emmanuel Macron s'est recueilli devant la stèle en mémoire des déportés. David Gilbert revient sur ce déplacement hautement symbolique en ce début de campagne électorale. Moment de recueillement devant la stèle en mémoire aux Juifs raflés à Vichy le 26 août 1942. Aux côtés du président de la République, le couple Klarsfeld, inlassable représentant des fils et filles des déportés juifs de France. Emmanuel Macron marque ensuite une autre pause face à la plaque rendant hommage aux 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Cette visite dans ce qui fut la capitale de la France collaborationniste de 1940 à 1944 est seulement la troisième d'un chef de l'État depuis la fin de la guerre. Nous connaissons notre histoire, elle a été établie par les historiennes et les historiens de France et du monde entier sur la base de traces, de preuves qui ont été reconstituées à travers le temps et qui ont permis d'établir une vérité historiographique. Et je pense que ça c'est important, on ne doit jamais le remettre en cause. Cette histoire, ça n'est pas à Vichy seul de la porter, c'est l'histoire de la France. Et en effet, c'est ce régime de l'État français qui a décidé de collaborer avec l'occupant. De quoi alléger le poids de l'histoire pour la ville et son maire qui demandent que l'on cesse de parler du régime de Vichy. Mais aussi une manière de s'opposer sans le citer au révisionnisme d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite à la présidentielle qui affirme à tort depuis des années que le maréchal Pétain aurait sauvé des juifs français. La France et l'Algérie tentent de tourner la page d'une brouille diplomatique d'une rare intensité. Le chef de la diplomatie française était dans ce but ce mercredi à Alger. L'Algérie avait rappelé le 3 octobre dernier son ambassadeur à Paris après des propos du président Macron sur la guerre d'indépendance qui a opposé les deux pays, propos qu'il a depuis regrettés. Et Tanadji vous résume cet épisode de tension. À l'origine de la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie, ces propos qu'aurait tenus Emmanuel Macron en marge d'une rencontre avec des petits-enfants de Harki, c'était en octobre dernier. Ils avaient été rapportés dans les colonnes du Monde. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France ». Toujours d'après le journal Le Monde, le président français se serait également interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Tollé immédiat, Alger rappelle son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Pour les Algériens, Emmanuel Macron est allé trop loin, lui qui pourtant en 2017 qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. L'Élysée a depuis regretté, je cite, ces polémiques et malentendus, tout en multipliant les initiatives mémorielles, comme le rapport commandé à l'historien et spécialiste de l'Algérie Benjamin Stora. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords. Et les sujets sensibles sont nombreux, comme le rôle de l'Algérie au Mali, ou encore la question de l'immigration. Fin septembre, Paris décide de diviser par 2 l'octroi de visas aux ressortissants algériens. Pour Abdelmajid Tebboune, pas question de faire le premier pas pour apaiser les tensions, sans certaines conditions. Le respect total de l'État algérien. La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Aujourd'hui, l'Algérie est forte grâce à la puissance de son armée et à son peuple courageux. L'histoire ne peut pas être changée et nous ne pouvons pas changer l'histoire juste pour faire plaisir aux autres. La dernière crise aussi grave entre Paris et Alger remonte à 2005, lorsque le Parlement français avait adopté une loi reconnaissant le rôle positif de la colonisation. L'un de ces articles contestés a depuis été abrogé. Le chef d'état-major de l'armée indienne est mort dans un accident d'hélicoptère ce mercredi. Avec lui, son épouse et 11 autres personnes ont péri.
L'appareil avait décollé d'une base de l'armée de l'air dans la région du Tamil Nadu en direction d'un institut de formation de la défense. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.